Bonjour mes amis, alors comme promis, je vais parler d'un thème que j'avais évoqué très brièvement lors des primaires républicaines en parlant de Nikki Haley qui est d'origine indienne. Enfin, elle est sikh, mais sikh c'est une religion en Inde, donc elle est indienne bien sûr, et d'origine. Et elle est et je voulais vous parler des Indiens. Alors, je vais immédiatement lever une ambiguïté. Quand on parle d'Indiens, on peut parler de deux choses, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On peut parler des Indiens qui viennent d'Inde et des Indiens d'Amérique. Alors, la confusion vient du fait que quand on a découvert l'Amérique, en fait, Christophe Colomb voulait découvrir une route pour aller vers l'Inde. Bon, donc dans le langage, c'est resté, notamment justement en parlant des Indiens d'Amérique, on dit qu'ils sont Indiens, logique, et aussi en anglais, les Caraïbes, on les appelle West Indies. Voilà. Donc il est resté quelque chose dans la langue, en tout cas dans les langues européennes, pour rappeler, je ne sais pas si c'est un rappel utile ou pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utile, je pense, le fait que les explorateurs européens au 15e et 16e siècle pensaient découvrir une route vers l'Inde et ont découvert un nouveau continent, l'Amérique. Voilà. Donc, d'où l'ambiguïté du terme. Et justement, je vais utiliser cette ambiguïté pour vous parler de deux populations américaines qui sont très intéressantes, très différentes l'une de l'autre, même si elles portent un nom très proche, indien. Bon, mais elles sont très différentes euh, bah, dans leur sociologie, on va dire, hein, pour parler très pompeusement. Et d'ailleurs, je vais commencer par les Indiens. Alors, l'anglais, enfin, les Américains adorent utiliser ce qu'on appelle des hyphenates, c'est-à-dire des tirets. Et donc, on est Indien-américain, Français-américain, on est Irlandais-américain, etc., etc. Donc, on peut décliner ça dans tous les sens. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à le faire. Alors, je vais parler d'abord des Indiens américains, hein, bon, c'est-à-dire des Indiens qui viennent d'Inde. Alors, ce sont des gens qui sont très représentés dans la haute technologie, dans la Silicon Valley. Alors, pourquoi? Alors, c'est très simple. D'abord, ils parlent l'anglais, et il faut savoir que l'Inde a une éducation anglaise, donc des diplômes reconnus dans le Commonwealth et aussi aux États-Unis. Et aussi, ils ont une très très bonne éducation et focalisée sur les maths et les sciences. Donc voilà pourquoi, logiquement, beaucoup d'Indiens sont arrivés aux États-Unis et ont pris la tête de sociétés technologiques très prestigieuses. Par exemple, le PDG de Microsoft s'appelle Nadella, c'est un Indien. Le PDG de Google s'appelle Pichai et c'est un Indien aussi. Et l'ancien PDG de Twitter, Agrawal, était aussi indien. Voilà. Pour vous donner trois grands exemples. Alors, c'est une population qui est travailleuse, qui a un sens de la famille, qui porte des valeurs traditionnelles. Et, euh, et ce sont, bon, moi je suis jamais allé en Inde personnellement, mais je sais que les traditions, il y a aussi effectivement les castes, etc., qui se reproduisent ici un petit peu aux États-Unis. Donc, les castes les plus hautes, effectivement, ont des jobs très prestigieux parce qu'ils ont bénéficié d'une éducation de très haute qualité, alors que ceux qui viennent de castes plus basses, bon, ben, ils tiennent les stations-service, ils tiennent les 7-Eleven, hein, on en a plein aux États-Unis, ils tiennent voilà, des petites épiceries, etc. Bon, mais n'empêche que pour eux, c'est un pas au-dessus de ce qu'ils auraient pu avoir en Inde, enfin, en principe. Même si aujourd'hui ça se calme, parce que l'Inde est un pays qui connaît une forte croissance, et donc beaucoup de jeunes Indiens préfèrent rester en Inde, avoir une carrière locale, plutôt que de venir aux États-Unis. Ce que je trouve absolument parfait, parce que c'est tout à fait logique de préférer rester chez soi
avec sa famille plutôt que de s'implanter dans un pays qui n'est pas forcément conforme aux valeurs dans lesquelles on a été éduqué. Donc voilà pour les les Indiens américains. Alors maintenant, en ce qui concerne les natifs américains, donc ça, c'est les vrais Indiens qu'on voit dans les films de cow-boys, avec des plumes, des arcs, bon, bref, vous connaissez tous les westerns. J'ai pas besoin. On pourrait faire une vidéo sur tous les westerns américains. Il y en aurait pour des heures. Ce serait fantastique, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo ici. Alors, je vais pas vous parler de toute l'histoire des Indiens d'Amérique parce que c'est pas très intéressant dans le cadre d'une vidéo comme la mienne, euh, mais je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre comment certaines tribus indiennes ont pu rebondir par rapport à la persécution, je dirais même au génocide, ou à la tentative de génocide qu'on a essayé d'appliquer à ces populations pendant tout le 19e siècle. Euh, alors à ce propos, il y a le dernier film de Scorsese, je me rappelle plus du titre, mais ça parle des Indiens Osage en Oklahoma ou dans le Kansas, au moment où, au début du 19e, au moment où on commence à découvrir du pétrole. Et donc, comme c'est sur des terres qui appartiennent aux tribus indiennes, donc ils essayent de valoriser ça. Bon, il y a eu des abus, etc., bien sûr, contre les Indiens. Mais globalement, en tout cas, cette tribu a pu s'enrichir grâce au pétrole à l'époque. Bon, alors ça, je vais mettre ça de côté. Je vous recommande le film de Scorsese. Ça s'appelle La fleur de la nouvelle lune ou un truc comme ça. Je me rappelle plus du titre exact. Vous me pardonnerez. J'ai pas une très bonne mémoire des titres, mais vous pourrez le trouver facilement. Alors, je vais vous parler d'une tribu qui est très affluente ici en Floride. C'est les Séminoles de Floride, parce qu'il y a des Séminoles un peu partout aux États-Unis. Mais les Séminoles de Floride, c'est particulier. Alors, ils sont pas très nombreux, ils sont à peu près 30 000, 35 000. Mais ils ont eu la possibilité de créer un casino à côté de Fort Lauderdale, qui s'appelle le Hard Rock Casino, tout simplement. Alors pourquoi Hard Rock? Alors vous vous souvenez tous des Hard Rock Café. Eh ben j'ai appris que la tribu séminole de Floride avait racheté il y a quelques années tous les Hard Rock Cafés du monde pour à peu près $1 milliard. Donc en fait, quand vous allez dans un Hard Rock Café, je sais pas moi, à Hong Kong, dans n'importe quel pays où il y a un Hard Rock Café, vous allez faire travailler en fait un café qui appartient à une tribu indienne. Alors, ils ont même réussi, alors que c'était illégal jusqu'à présent, à ouvrir un site internet de paris sportif. En Floride, c'était illégal. En tout cas, c'était illégal jusqu'à maintenant. Et les Indiens ont pu le faire. Euh, alors, pourquoi ils ont pu le faire? Alors bon, je vous passe les détails juridiques, mais globalement, schématiquement, ils ont pu le faire parce que tout simplement, il y a il y a une indépendance, je mets ça entre guillemets, je vais expliquer un petit peu après. Il y a une indépendance des tribus indiennes. C'est-à-dire que dans leurs réserves, parce que c'est comme ça qu'on appelle leur territoire, dans leurs réserves, ils ont une autonomie gouvernementale, donc notamment économique. Donc ils peuvent imposer des taxes, ils peuvent ou ne pas imposer de taxes, ils peuvent établir des business qui sont normalement interdits pour les autres, notamment les casinos. D'ailleurs, ça existe à New York, ça existe un peu partout. Donc, les casinos sont interdits à New York, sauf les réserves indiennes. Donc, oui, ils bénéficient d'un statut spécial depuis d'ailleurs le 19e siècle. Et d'ailleurs, le gouvernement fédéral a créé au 19e siècle ce qu'on appelle le Bureau des affaires indiennes. Et ça permet en fait au gouvernement américain de laisser une petite autonomie aux Indiens sans sans trop perdre de vue leur surveillance, parce que bon, il y a eu des mouvements politiques dans les années 60-70, etc. Donc il y a toujours eu une surveillance de ces tribus. D'ailleurs,
qui n'est pas surveillée aujourd'hui. Et donc la tribu séminole de Floride, en tout cas, est très prospère et elle a un patrimoine économique qui est conséquent. Alors, il y a pas que des Indiens riches, bien sûr. Il y a aussi des Indiens qui ont des business très modestes. Par exemple, quand vous venez en Floride, dans les Everglades, il y a des gens qui vous promènent en aéroglisseur. Vous savez, les trucs, les bateaux avec des ventilateurs derrière et on glisse sur l'eau. C'est génial. Moi, je recommande de le faire parce qu'ils vous montrent des alligators, tout ça. C'est vachement intéressant. Et j'ai eu la chance d'avoir un Séminole justement qui nous montrait ça, un jeune, très sympathique, on a rigolé. Bon, c'est des gens très agréables et qui n'hésitent pas à communiquer sur leur culture, sur leurs traditions. Là encore, beaucoup de valeurs traditionnelles qui sont conservées par ces gens-là, même si bon, quelquefois ça passe un peu dans le folklore, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, quand on pose les bonnes questions, on a des réponses très intéressantes de leur part et voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, bon, donc voilà un petit peu pour les Indiens et les Indiens. Voilà, j'ai fait une vidéo qui explique brièvement comment ça se passe pour les deux communautés. Voilà, j'espère que ça vous plaira et à très bientôt, mes amis.